Salut! Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs, notamment de ce que je trouve marrant, fascinant ou inquiétant à propos de l'intelligence artificielle. Je vais aborder tout ça d'un point de vue bien plus léger et personnel que pour les autres vidéos. Pour ça, je vais recontextualiser un petit peu. Comment est-ce que j'en suis venu à m'intéresser au sujet? À la base, je viens pas du tout de ce milieu, je suis plutôt dans la 3D et l'animation pour les films et les jeux. Ma vie, c'est un petit peu de créer et donner vie à des gros monstres qui détruisent des montagnes. Ou à l'inverse à des tout petits trucs mignons. Du coup, c'est tout naturellement que j'ai commencé mes recherches de deep learning dans ces domaines-là. Et à ma grande tristesse, il y a pour l'instant très peu de moyens qui sont mis en œuvre dans ces recherches-là. Pour ceux à qui ça parle, on trouve pour l'instant très peu de deep learning dans l'animation, le sculpt, le rig. Pour l'instant, il y a énormément plus de moyens qui sont mis dans des domaines très complexes de classification de données. Pour donner quelques tout petits exemples, on peut citer Facebook et YouTube pour leurs recommandations, ou Tesla pour les voitures autonomes. Mais il y a vraiment un nombre incalculable d'applications. Il faut voir le deep learning comme une technologie qui peut se greffer par-dessus n'importe quel domaine qui manie des informations. Autant dire... beaucoup. Du coup, étant encore étudiant, j'ai assez peu de temps à consacrer à tout ça. Et heureusement pour moi, il y a une infinité de chaînes YouTube qui proposent déjà de s'attarder sur ces sujets et permettent d'observer l'évolution de ces technologies. Du coup, on va commencer cette vidéo en citant quelques-unes de ces chaînes qui m'ont énormément influencé. Si vous ne savez pas par où commencer l'étude du deep learning, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Vous aurez des liens en description vers chacune de leurs vidéos qui m'a le plus marqué. Je vous ai déjà parlé des vidéos de Post-Process et de 3 Blue 1 Brown qui m'ont fait m'intéresser au sujet. J'en profite rapidement pour vous conseiller à nouveau d'aller voir leur travail d'une qualité indiscutable. Et du coup, pour être un petit peu plus exhaustif, on a aussi... Donc, c'est une chaîne dont l'objectif est de condenser les tout derniers papiers de recherche et de les rendre abordables dans des vidéos de quelques minutes. En plus de ça, c'est souvent lié à des domaines qui me captivent comme la 3D, le traitement d'images ou des simulations dans les jeux vidéo. Et en plus de ça, le narrateur Karolis Lónai Fehér, This is 2-minute papers with Károly Zsolnai Fehér. Merci, a vraiment une diction que je trouve excellente. Si vous voulez être hypé par les avancées de deep learning en peu de temps, c'est vraiment là-bas qu'il faut aller. C'est une mine d'or si on veut pratiquer, comprendre et implémenter divers types de réseaux de neurones. Ce type prend un temps monstrueux pour bien expliquer son code qu'il laisse à disposition. Il a fait une vingtaine de cas pratiques différents, dont certains relativement complexes et impressionnants. Un très gros merci à lui grâce à qui j'ai notamment compris le transfert de style et implémenté mon propre réseau. Donc lui c'est un bidouilleur qui prend le temps d'expliquer ses expérimentations au fil de vidéos très bien rythmées et drôles. Gros respect à lui pour prendre autant de temps à expliquer ses recherches d'une façon aussi agréable à suivre. Ça a dû vraiment lui prendre un temps fou, mais le résultat est à la hauteur de ses efforts. Donc, pareil que KarikaH, c'est un bidouilleur, avec le petit gimmick de ne jamais ouvrir la bouche pour autre chose que manger pendant ses vidéos. Allez savoir pourquoi, je trouve l'idée super amusante. Lui aussi, il expérimente plein de projets tous très variés, et il décompose suffisamment ses approches pour rendre ses vidéos abordables par n'importe qui. C'est un autre bidouilleur de talent. Il a relativement peu d'abonnés et pourtant certaines de ses recherches comptent parmi les plus captivantes pour moi. Je pense notamment à son générateur de visage d'étudiant, basé sur le principe de l'analyse de composantes principales. Principal Component Analysis en anglais. Bon, c'est bien trop long à expliquer, mais voici le résultat. Le réseau de neurones en question a en quelque sorte identifié les 80 paramètres importants dans une photo d'élève, et il les a représentés sur autant de sliders manipulables à notre guise. Donc on trouvera des paramètres tels que la couleur de la peau, l'orientation du visage, la longueur des cheveux, etc. Et le réseau de neurones a trouvé ça tout seul. Ce principe d'espace latent me fascine vraiment au plus haut point. Lui, c'est un youtubeur extrêmement productif, il a fait des centaines de vidéos sur différents sujets, et hors YouTube, il a notamment créé une école basée sur l'échange dans plus de 700 villes à travers le monde, School of AI. D'ailleurs, je m'occupe actuellement de celle de Montpellier, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Très prolifique, il s'intéresse à beaucoup de domaines, pas que l'intelligence artificielle, et il anime tous ses ateliers, qu'ils soient théoriques ou pratiques, avec une bonne humeur débordante. Il m'a notamment été d'un grand secours pour mettre au point l'algorithme génétique des Tisha. Donc pareil, beaucoup de types de projets différents et plusieurs d'entre eux sont liés de près ou de loin aux jeux vidéo. Il a aussi une approche que je qualifierais d'un peu plus complexe. Il utilise beaucoup les librairies telles que TensorFlow ou Keras, et il sait très bien comment gérer ces données pour les représenter sous forme de graphiques. Du coup, grâce à ces chaînes, j'ai eu l'occasion de mieux comprendre, voire de pratiquer certains domaines bien spécifiques qui m'intéressent énormément. Et pour une fois, je vais prendre le temps de parler un petit peu de ces cas pratiques au lieu de juste les énumérer. Donc en vrac, on a notamment le transfert d'animation. Donc rien que ce domaine pourrait être divisé en plusieurs catégories. Typiquement, certains algorithmes permettent de remplacer n'importe qui par n'importe qui d'autre. C'était pas très clair, mais je vais vous montrer, vous allez comprendre.
On peut voir ça comme un dérivé de la motion capture, qui consiste à enregistrer les mouvements d'un acteur pour les retranscrire en 3D. Sauf que là, pas besoin de costume, ni de modèle 3D d'ailleurs. On donne simplement quelques images de référence et une vidéo sur laquelle on veut s'incruster, et hop, le réseau de neurones fait son travail. En tant qu'animateur 3D, il me tarde vraiment de voir les futures évolutions d'une technologie pareille. Toujours dans ce que j'appelle le transfert d'animation, on a aussi le deepfake. Bon ok, c'est vrai que c'est drôle quand il s'agit de coller la tête de Nicolas Cage un peu partout, mais c'est tout de suite un petit peu plus inquiétant quand on s'empare des visages de grands dirigeants pour leur faire dire n'importe quoi. Heureusement, de la même façon que certaines IA sont entraînées à faire ça, d'autres sont conçues pour repérer les fakes avec une grande précision. Les algorithmes génétiques. Bon, je vais pas m'étendre dessus, j'ai déjà consacré 3 vidéos à ce sujet. Mais vraiment, ça me fascine à un point incroyable, de fixer n'importe quelle règle à une intelligence artificielle et de voir comment elle va s'y adapter, parfois en empruntant des chemins auxquels on n'aurait jamais pensé. Le transfert de style. Cette application se démocratise de plus en plus et c'est trop cool. Ça me parle beaucoup parce que, en plus d'être dans le domaine du graphisme, ça implique de quantifier des concepts comme la stylisation à travers des formules mathématiques. Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? C'est de loin le projet sur lequel j'ai passé le plus de temps jusqu'à maintenant, notamment grâce à l'aide précieuse de Vast Laboratories. Le concept, c'est de transformer une source en y appliquant un style graphique. Comme pour le transfert d'animation, on va avoir besoin d'une image de référence et d'une image cible, et le réseau de neurones va s'occuper de mixer les deux ensemble. Donc ça a commencé avec des images, puis rapidement les premiers algorithmes de style transfert sur vidéo sont apparus, et plus récemment on a même l'occasion de faire ça sur des modèles 3D. Encore une fois, en tant qu'infographiste, il me tarde vraiment de voir comment ça va évoluer. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, voilà une vidéo que j'avais faite. On peut y voir un rusard stylisé avec Mystaigne. Du coup j'ai donné cette vidéo et une image de Potre Y au réseau de neurones, et après quelques calculs, voilà quelques-uns des résultats avec différents paramètres. C'était vraiment un sujet fascinant à comprendre et à mettre en place. Le deep dreaming, c'est comme si on demandait à un réseau de neurones de faire des rêves psychédéliques à partir d'une image. Voilà quelques-unes de mes expérimentations. Ici, on peut voir notre estimé Chaboul qui devient une vision cauchemardesque. Et derrière ce petit chaton, on peut voir apparaître une tour de Babel venue d'un autre monde. Puis on a aussi ce Hulk qui se transforme en un amas d'herbes et de chiens. Bon, à part pour faire des images ou des vidéos phasantes, je vois pas trop d'utilité concrète. Mais c'est marrant. Les auto-encodeurs. Ça c'est pas vraiment un cas pratique, c'est un type de réseau de neurones en fait. Mais j'avoue qu'il me fascine beaucoup. Bon, il est un petit peu abstrait à expliquer cependant. C'est un réseau qui est conçu pour que son output soit la même chose que son input. Quel est l'intérêt du coup ? Eh ben, le layer situé au centre de ce réseau est de dimension bien plus petite que son entrée et sa sortie. Concrètement, ça veut dire que pendant la première moitié, le réseau va compresser son input jusqu'à s'en faire une représentation interne qu'il est le seul à comprendre. Puis à partir de cette représentation compressée, il est censé nous reformer l'image initiale. Bon, on perd un peu de qualité, forcément. Mais il a réussi à garder les spécificités importantes de notre image de base. Pour ceux qui se demandent, si, ça a bien des utilités. On peut par exemple séparer ce réseau en deux. De cette façon, la première moitié sera un compresseur de données, et la deuxième pourra être utilisée comme un décompresseur. KarikaH se sert d'ailleurs de ce principe de compression d'une façon ultra intelligente dans la vidéo que j'ai mise en description. Et mieux que ça, si on prend cette deuxième moitié et qu'on lui donne notre propre série de valeurs, eh ben il va générer quelque chose de totalement nouveau. Les réseaux antagonistes génératifs. Un autre type de réseau de neurones très intéressant. Il est constitué de deux réseaux distincts, le générateur et le discriminant. Ces deux-là vont évoluer en même temps et vont apprendre l'un de l'autre au fur et à mesure. L'analogie qui est régulièrement utilisée est celle de l'élève et de son maître. On va demander à l'élève de créer quelque chose et le maître va lui dire à quel point il a réussi son travail. Dans mon cas, j'avais récupéré un code sur le net capable de générer des anime girls. Mais dans un plus haut niveau de complexité, on peut l'utiliser pour générer des visages réalistes, pour changer une photo de jour en photo de nuit, pour générer une image à partir d'un texte. Enfin bref, comme son nom l'indique, il peut générer des données et il a plein d'applications super impressionnantes. Les voitures autonomes. On en entend beaucoup parler ces derniers temps de ces moyens de transport qui seront bientôt capables de nous emmener où l'on veut sans avoir à toucher le volant. J'ai d'ailleurs un ami qui travaille dans ce secteur et qui a réussi à me fournir quelques images qui proviennent de son laboratoire de recherche. Merci à lui. Du coup, c'est amusant de se dire que, dans le principe, c'est un petit peu comme Notisha. Des algorithmes de détection vont récupérer les informations nécessaires et établir un itinéraire en se basant dessus. On peut voir ici en action certains de ces algorithmes, qui permettent par exemple de reconnaître les murs ou les passants pour les éviter. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour être déjà monté dans une de ces voitures, c'est super impressionnant. La robotique. Vous avez probablement déjà vu ce genre de test où toutes sortes de robots se font martyriser par des chercheurs pour ramasser des cubes, dans le but de voir s'ils sont capables de s'adapter à des imprévus physiques, de garder leur équilibre, etc. D'ailleurs, en cherchant un peu, j'ai trouvé des images d'archives inquiétantes.
Oh non. Oh non, on y est, ça y est, ça a commencé. Il développe une conscience propre et se rebelle. On va tous y passer. Ah non, c'est une parodie. Mais il n'empêche que c'est un sujet qui revient souvent, la sécurité que tout ça implique. Dans mon cas, mes petits chats ne feraient jamais de mal, promis. Ensuite, faut pas oublier que l'écrasante majorité des intelligences artificielles est cantonnée à une simple tâche et qu'elle ne pourra jamais s'en éloigner. En plus, la plupart du temps, elle le fait mal, donc Non, sérieux, vous vous sentez en danger quand vous voyez ça? Bon, plus sérieusement, ce sujet anime beaucoup de débats, et il en ressort plein de réflexions, de mesures de prévention et de règles à mettre en place pour éviter les futurs débordements. La première chose à laquelle on pense en abordant ce genre de sujet, ce sont évidemment les fameuses 3 règles de la robotique d'Isaac Asimov, à savoir, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un humain soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la seconde loi. Mais si c'était aussi simple, il n'y aurait pas autant de débats au sujet de la sécurité. C'est clairement un sujet qu'il faut garder à l'esprit dans les années à venir. Le jour où ça commencera à devenir préoccupant, c'est quand les robots développeront une véritable conscience. Ce jour-là, j'espère que de sérieuses précautions auront été prises. Même si j'avoue que j'aimerais bien voir ça. Ne serait-ce que pour avoir GLaDOS dans la vraie vie. Sérieusement, un robot capable d'ironie et de second degré. Si j'avais su que vous vous feriez capturer comme ça, je me serais contenté de faire pendouiller une cuisse de dinde du plafond. Cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre adiposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. Quelle classe! Vous avez toute la grâce d'un aigle qui pilote un dirigeable. Je suis vraiment désolée pour cette surprise. Tenez, vous savez quoi? Nous allons appeler vos parents. Les parents biologiques que vous essayez de joindre ne vous aiment pas. Veuillez raccrocher. Non, vraiment, c'est pour ça que je préfère me cantonner à des petites applications amusantes. On tombe trop facilement dans des sujets aussi sérieux que houleux. Alors que c'est tellement plus sympa de changer l'apparence d'une image ou de faire des petits chats dans un jeu vidéo. Et à propos de deep learning dans les jeux vidéo, vous avez peut-être entendu parler de la vitesse à laquelle ces IA apprennent rapidement à nous tenir tête. Ça a commencé par une première victoire aux échecs en 1997. Puis, en 2016, c'est au jeu de Go que les réseaux neurones ont eu le dernier mot. Et plus récemment, des entreprises comme OpenAI ou DeepMind ont mis au point des IA capables de concurrencer, voire de gagner des pros sur StarCraft et Dota. L'escalade s'est faite à une vitesse hallucinante. Je sais pas si vous vous rendez compte de la complexité que ça implique. Prenons l'exemple de Dota. On a laissé OpenAI 5 s'entraîner en roue libre dans des matchs où se sont affrontées des IA entre elles. Et de façon assez surprenante, elles ont d'elles-mêmes réussi à mettre au point des stratégies pas du tout évidentes à trouver. Comme le fait de Deny par exemple, qui consiste à donner le dernier coup sur un de ses propres alliés, pour éviter à l'adversaire de le faire et de gagner des ressources. Ou encore sacrifier un membre de l'équipe pour permettre aux autres d'aller discrètement s'occuper de la base adverse. Vraiment, je sais pas ce qui me fascine autant quand il s'agit d'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, ou même dans la simulation d'un comportement humain physiquement cohérent. Et à ce propos, je terminerai cette vidéo en vous annonçant un projet de deep learning qui m'éclaterait vraiment à mettre en place. Tout en restant relativement accessible, je pense. Vous savez, j'ai une frustration à propos des projets de deep learning que j'ai déjà pratiqués. Avec mes connaissances, c'est assez délicat de trouver un projet abordable qui n'ait pas déjà été fait par plein de gens. Jusqu'ici, tout ce que j'ai fait, c'était sous couvert de plein de recherches et de tutos. Et récemment, un ami m'a fait une suggestion intéressante pour pallier à ça, et j'ai trouvé son idée trop cool. Est-ce que vous voyez les projets de mannequins capables de se déplacer? Ça a commencé avec des sortes de ragdolls qui courent partout en agitant les bras comme des dégénérés. Puis sont apparues des bestioles de plusieurs tailles et gabarits qui apprenaient à se déplacer et même à s'adapter à des imprévus physiques. Et récemment, des modèles plus complexes sont apparus, constitués de centaines de muscles pour se rapprocher le plus possible du corps humain. Ces modèles-là ont appris à activer leurs muscles en symbiose parfaite pour être capables de sauter, de soulever des haltères, courir, etc., comme le ferait un vrai humain. Bon, inutile de dire que je trouve ça beaucoup trop stylé. Et bah, ce qui serait trop stylé, ça serait de reproduire ce système, mais avec une simple boule à pattes. Oui, je sais, c'est tout de suite moins impressionnant, mais il faut bien commencer quelque part. Ça aurait au moins le mérite d'être faisable par n'importe qui avec un minimum de persévérance. Merci mon petit Paul pour cette idée fort sympathique. Ok, je pense avoir fait le tour de suffisamment de trucs. J'espère que ça vous a motivé à faire des petites recherches de votre côté, histoire de voir d'autres applications folles et amusantes, ou encore pour commencer à vous-même mettre au point des petits cas pratiques. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous encourage évidemment à partager ça au maximum, d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment quelque chose qui peut inspirer plein de gens, moi le premier, de voir plein de petits cas pratiques mis en place de cette façon. Sur ce, salut!